Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai monument de l'hypnose, Ah oui, un grand classique? la technique de Dave Hellman. C'est une méthode qui est à la fois très célèbre et en même temps, paradoxalement, je trouve, assez mal comprise. Souvent survolé, oui. Exactement. Et pour nous guider, on a une fiche technique vraiment très détaillée, qui a été révisée par Ines Simpson. L'idée, ce n'est pas juste de lire le script, Non, pas du tout. c'est de vraiment démonter le moteur, de voir comment chaque pièce fonctionne. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi cette méthode, qui a quand même plusieurs décennies, elle reste une référence absolue en termes de rapidité, d'efficacité. C'est une excellente mission. Parce que l'erreur la plus commune, c'est de voir l'induction d'Hellman comme une simple récitation. Oui, une formule magique. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est une architecture. C'est un processus qui est interactif, qui est logique. Chaque étape est une sorte de test qui valide la précédente et qui prépare la suivante. D'accord. Faut se remettre dans le contexte. Hellman, il en avait marre des inductions de son époque qui duraient une éternité. Oui, c'est vrai. Il a beaucoup observé, il s'est inspiré de Bernam et il a créé une sorte d'algorithme en fait. Un algorithme qui progresse de manière implacable du physique vers le mental. J'aime beaucoup cette image d'algorithme. Ça enlève tout le côté un peu mystique pour vraiment montrer la mécanique. C'est exactement ça, c'est une mécanique. Et pour suivre cette mécanique, on va décortiquer le processus en 5 grands temps, comme le fait notre source. D'abord, ce qu'elle appelle le contrat hypnotique, la mise en route. La fondation. C'est ça. Ensuite, le fameux test des paupières, la catalepsie mineure. Après, une technique un peu étrange, le fractionnement. Très puissante. Puis, le test du bras, qui vient vérifier la profondeur de la relaxation. Et on finira par le grand saut vers le mental, l'amnésie des nombres. Et on regardera aussi les variations proposées. Elles sont passionnantes parce qu'elles montrent à quel point cette structure est très flexible. Ah, super. Ce n'est pas un dogme, c'est une vraie boîte à outils. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le tout début, la fondation de l'édifice, le contrat et la compliance. La source est très claire. Ça démarre avec des questions qui sont étonnamment directes. Oui, Voulez-vous entrer en hypnose? Êtes-vous prêt à aller aussi profondément que possible? Ça peut paraître un peu formel, non? on pourrait le croire. Mais psychologiquement, c'est absolument crucial. Ce n'est pas juste une formalité, c'est une déclaration d'intention. D'accord. En posant ces questions, Eliman, il ne demande pas juste une permission, il demande un engagement. Ah, c'est différent. Carrément. Il établit un cadre de collaboration totale et surtout, il responsabilise la personne. Le message caché, c'est ⁇ Je suis votre guide, mais c'est vous qui marchez. Votre engagement, c'est la clé. On crée un élan. C'est ça. On crée ce que les anglo-saxons appellent un yes set, une série de oui qui crée une dynamique positive. D'accord. Donc ce n'est pas est-ce que je peux, mais est-ce que vous voulez vraiment? Exactement. Et juste après cet accord verbal, on passe à une toute première action physique, très simple. Permettez à vos yeux de se fermer et prenez une grande inspiration. C'est ça, la compliance. C'est exactement ça. C'est le pont. C'est le moment où la parole devient un acte. L'intention se transforme en expérience physique. C'est un tout petit pas, presque anodin, mais il ancre le processus dans la réalité du corps. D'accord. La personne ne fait plus que dire oui, elle commence à faire le processus. C'est le premier engagement concret. Tout à fait. Et il y a même des variations, comme fixer un point ou sa bague jusqu'à sentir les paupières devenir lourdes. Ça renforce ce pont avant même l'instruction de fermer les yeux. Une fois que la personne a dit oui verbalement et a fait ce premier pas physique, Elma ne perd pas une seconde. Ah non, jamais. Il enchaîne direct sur ce qui est peut-être le moment le plus emblématique de son induction. Le test des paupières, la fameuse catalepsie mineure. Oui, et là on voit tout son génie de l'efficacité. L'instruction est simple, rendre les muscles des paupières complètement inertes, lourds, paresseux, au point qu'ils ne fonctionnent plus, tout simplement. Et ensuite vient le test. Le moment de vérité, oui. Testez-les pour vous assurer qu'elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le praticien qui affirme, c'est le sujet qui se le prouve. C'est cette boucle de confirmation qui est si puissante. On ne dit pas vous êtes détendu, on demande vérifier par vous-même que ça ne marche plus. Exactement. Et la source insiste sur un détail, la vitesse. Dès que la personne a testé ce qu'elle signale par un petit mouvement des sourcils, on lui dit bien arrêtez de tester et hop, on envoie une vague de relaxation dans le corps. Pourquoi ce tempo si rapide? Pour une raison fondamentale, il faut court-circuiter l'esprit analytique, ce qu'on appelle le facteur critique. Ah oui, Si on laisse le moindre silence après le test, il y a une petite voix dans la tête de la personne qui peut se dire ⁇
Attends une seconde. Bien sûr que je peux ouvrir les yeux si je le veux vraiment. Et là, tout s'écroule. L'analyse briserait l'état. La vitesse, elle, empêche cette réflexion. On est dans une boucle suggestion, action, validation tellement rapide que l'esprit conscient n'a juste pas le temps de s'interposer. C'est une démonstration par l'expérience, pas par la logique. C'est là que ça devient fascinant, parce que le document propose plusieurs façons d'aborder ce test en fonction de la personnalité de la personne. La première, c'est l'approche ludique, le faire comme si. Ah, la colle magique. Oui, on demande au sujet d'imaginer avoir 5 ans et de mettre de la colle magique sur ses paupières. Ça peut paraître enfantin, mais c'est d'une efficacité redoutable pour les esprits créatifs ou imaginatifs. Pourquoi? Parce que ça les invite à régresser vers un état où l'imaginaire est plus fort que la logique d'adulte. L'esprit analytique n'a aucune prise sur de la colle magique. On change les règles du jeu. On contourne la résistance en changeant les règles du jeu. Voilà. J'ai vu des ingénieurs très très sérieux jouer le jeu à fond et obtenir des résultats incroyables. Parfois, l'esprit adulte, il a juste besoin d'une permission pour lâcher prise. Et le jeu, c'est la permission parfaite. À l'opposé complet, il y a une variation beaucoup plus directive. Avec un serrement de main en 3 temps. La première fois, vos yeux se fatiguent. La deuxième, ils se ferment. La troisième, ils se collent. Là, c'est presque du conditionnement. C'est exactement ça. Cette approche, elle s'adresse aux personnes qui fonctionnent bien avec une structure claire, une certaine autorité, une prévisibilité. On établit une séquence de cause à effet très nette. L'attente est créée, puis elle est réalisée, ce qui renforce la crédibilité du processus à chaque fois. C'est pour les esprits qui aiment les rails. Mais la variation qui m'a le plus interpellé, c'est celle pour les personnes qui ont peur de perdre le contrôle. Ah oui? L'analogie de l'interrupteur qu'elle contrôle elle-même. Et c'est là qu'Hellman est génial. Il ne se bat pas contre la résistance, il la réquisitionne. C'est-à-dire, À la personne qui a peur de perdre le contrôle, il dit, en gros, parfait, ne le perdez pas, au contraire, montrez-moi à quel point vous le maîtrisez. Voici l'interrupteur, c'est vous qui pilotez. Prouvez-moi que vous pouvez le maintenir sur éteint. c'est un retournement complet. Le vrai tour de force, c'est de faire de la résistance l'outil même de l'induction. On transforme une potentielle lutte de pouvoir en une démonstration de maîtrise personnelle. C'est un recadrage brillant. Donc, une fois cette catalepsie des yeux bien installée, bien validée, Hellman passe à une étape qui, je l'avoue, me paraît complètement à l'envers. Je vois laquelle. On a passé tout ce temps à obtenir une relaxation profonde, les yeux fermés, et là on lui dit de les ouvrir. C'est le fractionnement. Ça ne risque pas de tout casser? C'est l'objection que tout le monde se fait la première fois. On a l'impression de saboter son propre travail. Mais en fait, c'est une sorte de catapulte psychologique. Le praticien compte jusqu'à 3, la personne ouvre les yeux, Oui. et la source précise bien de mettre la main devant son regard pour éviter qu'elle s'accroche à l'environnement. Puis à claquement de doigts et on lui demande de refermer les yeux et de doubler sa relaxation. Et on répète ça 3 fois. Mais Hmm. quel est le mécanisme? Pourquoi ça marche? C'est un conditionnement ultra rapide. Chaque fois que les yeux se referment, le cerveau, par association, il retourne à l'état de relaxation précédent. Mais comme il le fait de plus en plus vite et avec la suggestion d'aller plus profondément, il a tendance à dépasser le point où il était avant. Ah, d'accord. C'est comme si on creusait un sillon en passant et repassant au même endroit. Chaque passage le rend un peu plus profond. Chaque réinduction est quasi instantanée et exponentielle. Ça semble contre-intuitif, mais c'est une des techniques d'approfondissement les plus rapides qui existent. D'accord. L'image du sillon est très parlante. On a donc validé l'état avec les yeux, on l'a approfondi avec le fractionnement. Étape suivante. On passe à un test physique d'une autre ampleur. La catalepsie majeure avec le test du bras. Oui, on change d'échelle. Le praticien annonce qu'il va soulever la main de la personne et que celle-ci doit le laisser faire. Comme si le bras était une corne mouillée, lourd comme du plomb. C'est un test de la dissociation corps-esprit en fait. C'est exactement ça. Si la personne a vraiment lâché prise mentalement, son bras sera physiquement inerte, comme celui d'une poupée de chiffon. C'est la confirmation que la relaxation n'est plus une simple idée, mais une réalité physiologique profonde. Et là, la source explore une question cruciale. Que se passe-t-il si ça échoue? Si la personne aide ou si son bras est tendu? Oui, Le premier chemin, il est logique. On suggère plus de relaxation et on réessaie. Mais le second est audacieux. Il consiste à arrêter la séance. c'est une stratégie qui peut paraître brutale, mais elle est psychologiquement très habile. Le praticien explique calmement que l'hypnose est un travail d'équipe.
et que si la personne ne fait pas sa part du travail en lâchant prise, il ne peut rien faire pour elle. Et l'effet, c'est quoi? L'effet est double. Primo, ça dégonfle toute forme de jeu de pouvoir. Et secondo, et c'est le plus important, ça augmente considérablement les chances de réussite à la séance suivante. Ah oui, La personne revient en ayant compris que sa participation active est la clé. Sa motivation à coopérer est décuplée. C'est du long terme. c'est une façon de recadrer la résistance comme un manque d'engagement de sa part, mais sans aucun jugement. Tout à fait. La source mentionne aussi qu'au lieu de tester la mollesse, on peut faire l'inverse. Induire une catalepsie rigide, imaginez votre bras devenir dur comme une barre de fer. Exactement. C'est le même principe, tester la dissociation corps-esprit, mais par l'autre bout du spectre. Pour certaines personnes, créer une tension, c'est paradoxalement plus facile que d'atteindre une relaxation totale. C'est plus actif, plus spectaculaire, mais ça démontre la même chose, le pouvoir de l'esprit sur le corps. C'est l'adaptabilité d'Hellman, encore une fois. Toujours. On arrive donc au sommet de la pyramide. On a validé la relaxation physique, et maintenant, le grand saut, la relaxation mentale. C'est l'étape de l'amnésie des nombres. Le fameux décompte. On demande de compter à rebours à partir de 100, et à chaque nombre, on suggère de laisser les chiffres disparaître. La subtilité du langage, ici, est fondamentale. Le mot-clé, c'est laisser. Ce n'est pas un ordre. Oublier les nombres qui inviterait à une lutte consciente. Bien sûr, C'est une permission, une invitation à ne plus faire d'efforts. Laissez-les s'effacer, laissez-les partir. On ne force pas une amnésie, on crée les conditions d'une dissociation, où l'effort de se souvenir devient simplement superflu. sans importance. Voilà, c'est la démonstration d'un esprit si calme qu'il ne s'accroche plus à rien. Et même le questionnement à la fin est subtil. La source insiste bien, ne pas demander «est-ce que les nombres sont partis?» qui est une question fermée. Qui invite l'esprit conscient à vérifier, Exactement. mais plutôt tout parti. Une question ouverte qui invite à constater un état. C'est un détail qui change tout. La première question révèle l'analyste, qui va se dire « voyons voir » et hop, les chiffres reviennent. La seconde s'adresse à l'inconscient et l'invite à une confirmation intérieure, à une sensation. Le but est de constater un état, pas de le mettre en doute. J'imagine que cette étape de l'amnésie des nombres, ça doit être un vrai mur pour les personnes très analytiques, Ah oui? celles qui ne peuvent pas s'empêcher de tout contrôler. Est-ce qu'il y a une porte de sortie pour elles? Ah, la grande question. Et oui, Hellman avait tout prévu, la variation pour les hyper-rationnels est une pure merveille de psychologie. L'imagerie du tableau noir. Racontez-nous ça. La procédure est très structurée, ce que les esprits analytiques adorent. On leur demande d'imaginer un tableau noir, d'y visualiser le chiffre, de l'écrire dans un cercle, puis d'écrire à côté de plus en plus détendu, de tirer une grande croix sur le chiffre, et enfin de l'effacer avec une éponge très très mouillée. D'accord. Donc, l'idée, c'est de saturer le conscient avec une tâche logique et complexe pour que les suggestions de relaxation et de disparition passent en dessous du radar. C'est plus que malin, c'est génial. C'est ça. On donne à l'esprit conscient exactement ce qu'il réclame. Une procédure, des étapes, un ordre. Et pendant qu'il est pleinement occupé à gérer cette séquence visuelle, kinesthésique, complexe, il baisse sa garde. Il n'a plus les ressources pour filtrer les suggestions. Et la métaphore de l'éponge? L'éponge mouillée qui rend le tableau illisible, c'est une image parfaite pour la disparition progressive et naturelle des nombres. On ne leur demande pas de les oublier, on leur fait vivre une expérience où ils deviennent simplement inaccessibles. Quand on prend du recul, on voit que l'induction d'Hellman est vraiment une architecture d'une élégance folle. Ce n'est pas une série de trucs et astuces, c'est une progression logique qui emmène la personne d'un simple accord verbal à une dissociation mentale profonde. En validant chaque étape par une preuve physique irréfutable. Voilà. C'est la synthèse parfaite. Les principes clés sont limpides. D'abord, la collaboration et l'engagement. Ensuite, et c'est le cœur du réacteur, les boucles de confirmation par les tests. Ils transforment la suggestion en expérience vécue et incontestable. Oui, Et enfin, une panoplie de stratégies pour contourner l'esprit critique, que ce soit par la vitesse, le conditionnement ou la surcharge cognitive. C'est un processus où rien n'est laissé au hasard. Chaque étape doit fonctionner avant de passer à la suite. On ne peut pas sauter un barreau de l'échelle. et tout ça nous laisse avec une pensée pour la route.
Toute la structure d'Hellman, elle repose sur des démonstrations de non-fonctionnement contrôlé. Les paupières ne fonctionnent plus, le bras est inerte, les chiffres s'effacent. Oui, Ça nous amène à questionner la nature même de nos capacités. c'est une excellente réflexion. Dans quelle mesure ce que nous percevons comme une capacité ou à l'inverse une incapacité n'est-il pas simplement une construction de notre esprit? L'induction d'Hellman semble nous montrer qu'il existe un interrupteur pour beaucoup de nos fonctions, qu'elles soient physiques ou mentales. Un interrupteur. Oui, un interrupteur qu'on peut apprendre, dans certaines conditions, à allumer ou à éteindre, non pas par la force de la volonté, mais paradoxalement par le lâcher-prise et la suggestion. De quoi reconsidérer peut-être les limites que l'on pense être les nôtres.